pourquoi nous ne pouvons plus accepter l'ingérence extérieure quand le peuple malien lui-même a donné mandat au président de s'attaquer à un certain nombre de chantiers. C'est le même peuple qui dit à Assimi Goïta, voilà le chantier qu'on te demande, voilà les différents chantiers que nous souhaiterions te voir réaliser. Mais pour ce faire, nous, peuple souverain et légitime du Mali, on te donne aussi le temps de réaliser cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été suffisamment intelligent pour comprendre ça? Bonjour et bienvenue sur Afrique Diverse TV. Nous avons l'immense privilège de plonger dans l'univers de l'analyse politique avec un invité de marque, Cheikh Oumar Keïta. Un esprit brillant et un orateur pertinent, il est le guide éclairé pour tous ceux qui cherchent à comprendre les subtilités de la politique africaine. C'est parti, chers téléspectateurs. Le dialogue intermalien, vous allez écouter tout à l'heure, je vous en prie. Il a été demandé au président Assimi Goïta, aux autorités de la transition, de prendre toutes les dispositions pour prolonger la transition à 5 ans, au minimum. Et au terme de la transition, que Assimi Goïta soit plébiscité comme candidat, en tout cas de la grande majorité du peuple malien. Alors nous allons développer cela. Ne vous en faites pas. Le président Koudou Laurent Gbagbo a parlé. J'ai beaucoup aimé le discours du président parce que j'ai eu l'impression que le président Gbagbo, lui aussi à sa manière, rendait un petit hommage à Cheikh Oumar Keïta. On va en parler. Mais je ne peux pas continuer comme ça. Il y a un petit Tchadien, je crois qu'il doit être quelque part en France, je sais pas trop, il a un 300, son indicatif c'est 339 ou 336, je sais pas trop. Puisque le numéro de Cheikh Oumar, c'est l'un des numéros les plus connus au monde, dans tous les pays du monde. Le numéro de Keïta est là-bas, le 72, 77, 47, 88, il n'y a pas un pays au monde où mon numéro n'est pas là-bas. Au Burkina aussi, on va continuer, le peuple burkinabé aussi demande au capitaine Traoré de prolonger les élections. Rappelez-vous de ce que j'avais dit. J'ai dit, il serait intéressant que ces 3 pays-là partent aux élections ensemble. Mais pas quand un part, l'autre n'est pas là. Est-ce qu'aujourd'hui, le schéma que Keïta a proposé à ces 3 présidents, si vous regardez bien la démarche et la méthodologie de ce qui se passe dans le Sahel, est-ce que vous n'êtes pas en mesure de dire, attention, il semble que la proposition de Keïta est en train de prendre forme dans le Sahel. Parce que le Burkina n'est pas prêt à organiser les élections. Le Niger n'est pas prêt à organiser les élections. Le Mali n'est pas prêt. Alors, on a au minimum 2-3 ans. Dans les 2-3 ans à venir, qu'est-ce qu'il faut faire? Les grands projets que nous voulons réaliser, il faut qu'il y ait un début de commencement, surtout au Mali, les projets structurants. La question de l'énergie nucléaire au Mali, dans la médecine, comme au niveau de l'agriculture. Le Burkina, au niveau de quoi? De l'énergie. Au niveau de l'énergie au Mali, les centrales qu'on va construire, même pour le moment, si c'est pas des centrales nucléaires, dans tous les cas, le minimum, c'est 2 ans. Donc, en donnant 3 ans à chaque pays, dans les 3 années à venir, on aura nos centrales. Que ce soit les centrales nucléaires, que ce soit les centrales thermiques, que ce soit les centrales éoliennes, mais en tout cas, notre production énergétique va augmenter pour soutenir notre ambition industrielle. Parce qu'on veut industrialiser nos pays. Il faut de l'énergie, bon marché, en quantité, en qualité et en quantité, pour que nous puissions industrialiser nos États. Mais la Côte d'Ivoire ne sera jamais un État industriel pour la seule et bonne raison que pour que votre industrie puisse se développer, il faut que l'énergie soit de bon marché. C'est ce qui, vous croyez que l'Europe s'est développée comment? L'énergie bon marché. D'abord, le pillage des ressources africaines. Et puis la Russie, qui en avait tellement en abondance, a décidé de vendre ses ressources à des vil prix. La Russie ne cherchait même pas beaucoup sur l'énergie qu'elle vendait à l'Europe. Ce qui a fait de l'Allemagne la première puissance économique de l'Europe, à cause de quoi? À cause de l'énergie de la Russie. Aujourd'hui, on a coupé les sources d'approvisionnement énergétique
Regardez l'Allemagne, regardez l'Angleterre, regardez la France, regardez les autres pays. Parce que l'approvisionnement énergétique a été rompu. Ils gagnaient ça à un bon prix. Donc, pour que vous puissiez développer votre énergie, pour que les États-Unis soient ce que les États-Unis sont, les États-Unis, pour atteindre leur niveau de développement, après les différentes guerres, il y a eu d'abord la guerre de sécession, on dit non, il faut rester unis. Donc, ils ont gagné la bataille de l'unité. Maintenant, il faut se lancer dans cette production. D'abord, les États, dans certains États, le pétrole a été découvert, l'or a été découvert, certaines matières premières ont été découvertes, donc ils ont commencé à industrialiser le tissu économique américain. Mais arrivé à un moment donné, Oufou il a dit, vous l'avez écouté la dernière fois quand je fais passer le truc d'Oufou. Il dit les Américains n'en ont pas suffisamment pour pouvoir en céder à leurs frères européens. Donc les Américains, ils se sont dirigés vers où? Puisqu'ils n'ont jamais eu de colonie. Ils se sont dirigés vers la Méditerranée, vers l'Asie, pour avoir la source d'énergie dont ils ont besoin pour financer et construire leur tissu industriel. L'Arabie Saoudite était là, le Koweït était là, l'Irak à l'époque était là avant l'arrivée de Saddam Hussein au pouvoir. La Libye était là avant l'arrivée de Muammar Kadhafi au pouvoir. Voilà comment les Américains ont financé leur développement industriel à partir des pays de la Méditerranée. Ensuite, ils ont commencé à normaliser leurs relations. Donc, je vous donne ces exemples-là pour que vous compreniez bien que pour que votre développement industriel puisse avoir réellement lieu, il vous faut forcément de l'énergie bon marché pour que ce que vous produisiez, vous puissiez les vendre. Les Européens accusent aujourd'hui la Chine de la surproduction. Les Chinois ont dit, vous mentez, on ne fait pas de la surproduction. Parce que, en fait, cette communication, cette narration, ce narratif, ce récit, il a été savamment préparé dans les officines États-Unis et Europe. Il faut vendre ça à nos populations. Il faut faire croire à nos populations que la Chine subventionne ces entreprises. La Chine produit trop. Voilà la technique de l'Occident. Au lieu de se remettre en cause, tirer les leçons de leurs échecs, ils mettent en place un narratif dans le seul but de dénigrer et de s'attaquer à la Chine. La Chine produit trop. Cela devient un problème pour nos entreprises. Mais attention, la Chine a bâti son modèle économique en fonction de sa vision politique. Vous avez créé votre modèle économique en fonction de votre vision économique. Il se trouve que votre vision économique, c'est de la prédation, c'est le vol, c'est la manipulation, c'est la corruption. La Chine dit, il faut faire la production de masse pour vendre à moindre coût. Vous dites non, il faut aller sur ce qu'on appelle l'économie du marché. Que dit l'idée de l'économie du marché? Produire moins, vendre plus cher. Parce que s'il y a en abondance, vous êtes obligé de vendre moins cher. Moins il y en a, vous vendez plus cher et vous faites plus de profit. Voilà le capitalisme occidental. Mais le capitalisme communiste chinois dit produire plus, vendre moins. Autant pour moi. Produire plus, oui c'est ça, et vendre à moindre coût. Eux ils disent produire moins, vendre à un coût élevé. Donc, vous voyez la contradiction, mais aucun journaliste de ces soi-disant pays de démocratie et des droits de l'homme n'arrive à faire, ou du moins ils font exprès, et tous soutiennent le narratif de leur gouvernant. C'est-à-dire, les entreprises chinoises sont subventionnées par le gouvernement chinois et c'est une concurrence déloyale. Mais c'est absolument fou. Alors, si le gouvernement chinois subventionne ces entreprises, pourquoi vous ne pouvez pas subventionner vos entreprises aussi? Il faut les subventionner. C'est parce que vous êtes pauvres. Donc, la réalité, voilà Keïta, le baobab de Dieu implanté au milieu de l'humanité,
Voilà Keïta encore qui vient vous dire quelque chose à laquelle beaucoup ne s'y attendaient pas. Si les Chinois, le gouvernement chinois, subventionne ces entreprises, pourquoi vous, occidentaux, qui dites que vous êtes riches, nous, Africains, nous sommes pauvres? Alors, la réalité, la voici. Pourquoi le riche ne peut pas subventionner ses propres entreprises pour les rendre compétitives face à un pays qui n'est pas classé comme un pays riche, la Chine? Alors, Keïta vient encore de démystifier le système capitaliste occidental qui ne vaut absolument rien, qui ne tient pas la roue. Si ce système était un système solide, un système fiable, quelle que soit la situation en Ukraine, quelle que soit la situation avec la Russie, leur économie devait supporter le poids. Mais pourquoi l'économie occidentale ne peut pas supporter le poids? Parce que l'économie occidentale n'est pas bâtie sur du roc. Dieu dit, construisez votre maison sur la fondation solide, au cas où il y aura des secousses pour que votre maison puisse résister. Alors vous voyez que le modèle économique occidental a été construit et bâti sur du sable. C'est ça la réalité. Nous ne voulons pas cela. Puisque nous avons les sources d'énergie chez nous, nous allons l'exploiter et vendre notre énergie moins chère parce que nous n'allons pas acheter cette énergie avec quelqu'un, nous la produisons nous-mêmes et nous allons la mettre sur le marché à un moindre coût pour que nos entreprises puissent produire en quantité et en qualité à un prix, à un moindre coût. En d'autres termes, quand nos entreprises seront en mesure de produire en qualité, en quantité, alors la production sera vendue moins chère. Donc, on n'aura aucun problème. Pour acheter une voiture de 20 millions aujourd'hui, on dit on la vend à 5 millions demain. Tous les Maliens seront propriétaires de véhicules, tous les Nigériens et Burkinabés. Parce qu'on aura la matière première bon marché. Puisque c'est ce qui finance. C'est le point de départ de tout tissu industriel. Prêt à la banque, tout ça c'est zéro, mon ami. Keïta est prêt à discuter avec n'importe quel banquier sur ce plan. Il connaît pour lui, mais Keïta connaît mieux que lui. Le développement industriel, c'est pas les prêts bancaires. Ok, supposons, vous avez des prêts bancaires, on vous a donné 1 milliard. Et puis vous construisez votre entreprise, chaque année, vous devez payer le courant à 1 milliard. Quel bénéfice vous allez réaliser? Quel produit vous allez vendre? Qui va acheter? Parce que si vous payez 1 milliard de factures d'électricité, ça veut dire que la voiture que vous devez vendre peut-être logiquement à 1 million, vous serez obligé de vendre cette voiture à 50 millions. Qui va l'acheter? Qui va l'acheter? La voiture de 50 millions, qui va l'acheter? Alors, par rapport à ceux qui ont l'énergie bon marché, qui n'ont pas peut-être eu les prêts de la banque, 20 milliards, mais qui se sont débrouillés avec le peu qu'ils ont, ils ont investi. Et puisqu'il y a l'énergie bon marché, ils produisent et puis ils vendent à 100 000 francs. Donc ils produisent plus et puis ils vendent moins cher. Et en un an, ils font plus de bénéfices que celui qui a eu le prêt de 20 milliards. Alors vous croyez que c'est forcément les prêts qui déterminent? Ce n'est pas l'argent. En fait, c'est le facteur qu'on veut nous amener à ne pas comprendre le mécanisme de mise en place d'un tissu industriel profitable au peuple. Mais on veut mettre des difficultés devant nous pour nous empêcher de voir la réalité. L'argent, 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 l'argent et l'argent. L'argent, c'est vrai. Mais avant l'argent, il y a ce qu'on appelle des études de faisabilité. Et puis, des études, après les études de faisabilité, il y a une autre étude encore que vous le faites. Il y a deux ou trois sortes d'études. L'étude du marché, voilà, merci. Après l'étude de faisabilité, il y a l'étude du marché. L'étude de faisabilité, ce que vous voulez faire, est-ce que c'est possible? Si c'est possible, l'environnement, si c'est possible, les conditions juridiques, les conditions légales, si tout ça est fait,
vous avez des garanties juridiques, donc la faisabilité, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Alors, donc, voilà la réalité. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous disons que le président Assimi Goïta doit aller au minimum à 5 ans. Donc, c'est tout à fait normal. Le président Goïta, c'est la raison pour laquelle on dit au président Goïta d'aller jusqu'à 5 ans. Je dis bien, c'est la raison pour laquelle nous disons au président Goïta d'aller à 5 ans. Et après les 5 ans, qu'il se présente. Parce que le projet qu'il est en train de piloter aujourd'hui, ce n'est pas un projet de campagne, ce n'est pas un projet d'élection. C'est ce que les assises nationales de la refondation ont demandé au président Assimi Goïta. Les assises lui ont demandé et les assises ont proposé des chantiers. C'est sur la base de ces propositions que le président Assimi Goïta est en train de travailler. Donc, vous demandez à quelqu'un de faire un travail, vous lui donnez le temps de réaliser son travail. C'est en cela que ceux qui vont partir, le temps que je vérifie rapidement quelque chose, vous allez perdre parce que je vais développer tout de suite. Pourquoi nous ne pouvons plus accepter l'ingérence extérieure quand le peuple malien lui-même a donné mandat au président de s'attaquer à un certain nombre de chantiers? C'est le même peuple qui dit à Assimi Goïta, voilà le chantier qu'on te demande, voilà les différents chantiers que nous souhaiterions te voir réaliser. Mais pour ce faire, nous, peuple souverain et légitime du Mali, on te donne aussi le temps de réaliser cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été suffisamment intelligent pour comprendre ça? C'est ici que ça se passe. Le baobab que Dieu a planté au milieu de l'humanité, il s'appelle Cheikh Oumar Keïta. Vous avez été les témoins privilégiés de cette session d'analyse politique, non seulement profonde, mais aussi inspirante avec Cheikh Oumar Keïta. Et maintenant, l'échange continue avec vous. C'est votre tour de prendre la parole. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions, vos idées et engagez-vous dans la conversation. Si cette vidéo a illuminé votre pensée, aimez-la. Partagez-la avec vos amis et contribuez à construire l'Afrique de demain. Restez avec nous sur Afrique Diverse TV pour plus d'informations, d'analyses politiques et débats passionnants. Nous vous retrouverons très bientôt pour continuer à façonner ensemble l'avenir de notre continent. À très bientôt.